Bienvenue à tous. I will say in English, welcome to everybody. As I will do the presentation for my country is French speaking, I will do it in French. Then we will have the translation, the simultaneous translation. As we need to honor you, we will start on time and then everybody will just find us on process. Alors je voudrais vous dire que nous allons commencer notre présentation tout à l'heure avec mon collègue que j'invite déjà sur le flot, M. Patient Saïba, le directeur général de l'OGFREM. Nous aurons une présentation que nous allons faire avec mon collègue, M. Patient Saïba, qui est le directeur général de l'Office de gestion de fret et maritime. C'est pour nous aujourd'hui un honneur, j'allais dire de haute estime, de vous avoir, vous qui êtes là, pour vous présenter les opportunités d'investissement qu'il y a dans notre pays. Nous participons dans cette conférence d'AIM avec des startups que nous avons amenées pour vous montrer que nous accompagnons aussi les petites et moyennes entreprises au niveau de notre pays, pour que vous les découvriez et puis en fait pour que eux aussi puissent être en contact avec les hommes d'affaires que vous êtes. Alors je veux demander à M. Michel Cache qui est là de se lever. Est-ce qu'il peut se lever? Il est là. Voilà, c'est une des startups que nous avons, un incubateur des startups qui est venu avec nous et ils ont un stand d'exposition et on vous demanderait de pouvoir aussi les visiter. Nous aurons tout à l'heure le conseiller spécial en charge des investissements, le conseiller spécial qui est près le président de la République, 40 ministres, qui est le chef de délégation, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour montrer l'appropriation que nous avons pour ces questions d'investissement. Et donc, le déroulé de notre présentation se fera de cette manière-ci. Je vais faire la présentation des opportunités d'investissement de manière générale et globale, et mon collègue Patient va faire la présentation sur l'aspect de la gestion des frais maritimes. Je pense que chacun de nous connaît la RDC. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes un pays qui est un sous-continent. Lorsqu'on parle de la RDC, voici ce qu'on est en train de dire. La RDC est en fait un sous-continent avec 2 345 000 km². Aujourd'hui, il représente pratiquement 80 fois la Belgique et il représente plusieurs pays d'Afrique ensemble. Et certaines provinces représentent même certains pays ailleurs. Et nous avons différents corridors, je ne vais pas m'élargir là-dessus. Mon collègue Patient va présenter les aspects des corridors. On peut atteindre la RDC par l'Est, par l'Ouest, par le Sud et même par le Nord. C'est-à-dire qu'on n'est pas un pays qui est enclavé. Mais la RDC, en fait, quand on regarde les 2 345 000 km², nous sommes couverts par 77 810 km² par l'eau et 2 267 000 km² par la terre. Mais le plus important à retenir, c'est que 80 millions d'habitants que nous avons, pratiquement 43% est constitué par la jeunesse. Donc une main-d'œuvre abondante pour les hommes d'affaires qui sont à votre niveau, qui peuvent et veulent venir en RDC. Et quand nous regardons cet engagement politique, lorsque j'étais ici l'année passée, on était avec un président et aujourd'hui nous avons un nouveau président à la faveur d'une alternance pacifique au niveau du pouvoir. Je mets ce slide pour dire ceci. Le président Félix Tshisekedi s'est engagé dans son discours d'investiture en disant qu'il doit travailler pour améliorer les questions du climat des affaires de manière à ce que nous puissions avoir un système fiscal adapté et beaucoup plus attractif pour les hommes d'affaires, afin qu'on ait un développement et des investissements qui soient durables, des investissements responsables, mais des investissements de développement.
et c'est son engagement dans tous les discours qu'il fait et à chaque niveau qu'il fait. Et à ceci, c'est la lutte contre la corruption. À ceci, c'est la lutte contre les antivaleurs. Et à ceci, c'est l'installation de la bonne gouvernance. Pourquoi il faut investir en RDC? Premièrement, j'ai parlé de la main-d'œuvre qui est active. Deuxièmement, les infrastructures qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Aussi, nous avons une libéralisation de l'économie, ce qui permet aujourd'hui que chacun de vous qui a les mêmes standards dans son pays peut venir investir dans notre pays en RDC. Et nous sommes un vaste marché au cœur de l'Afrique. J'en parlerai tout à l'heure. Pourquoi il faut investir en RDC? Nous avons 9 pays limitrophes qui font que nous avons 250 millions de consommateurs avec les 9 pays. Mais la seule RDC a 80 millions de consommateurs. 80 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vendez des bonbons ou des chocolats à juste 0,5 $ en RDC d'abord, vous avez par jour, si je parle de 0,5 $, vous avez 40 millions de dollars qui est vendu tous les jours comme chiffre d'affaires. Si je mets 0,25, vous avez un minimum 25 millions. Je mets 0,015, vous avez un minimum. Donc ça veut dire que je ne connais pas d'entreprises qui font par jour 15 millions de dollars en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est possible en RDC. Et si on étend le marché sur les 9 pays, ça veut dire que vous avez 250 millions de consommateurs. Grand défi, ce sont les infrastructures. Mais qu'est-ce que nous avons? À partir de la RDC, l'eau peut partir dans toute l'Afrique. À partir de la RDC, les diamants peuvent partir. À partir de la RDC, le coltan. À partir de la RDC, l'or. À partir de la RDC, le cobalt. Et c'est donc un véritable hub. Si vous investissez dans notre pays, et cela est véritablement le lieu pour pouvoir être le plus attractif et faire le plus d'affaires. Qu'est-ce que nous avons encore en RDC les raisons pour investir? L'intégration régionale. Autant nous sommes à Comessa, autant nous sommes dans la SADC, autant nous sommes dans les pays de CERGEL. Ça veut dire que les standards que vous trouvez dans ces différentes régions, vous le trouvez aussi en RDC. Mais nous avons l'accès à l'OHADA aussi, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Les affaires qui se font en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et les mêmes standards sont aussi en RDC. Les raisons d'investir, c'est que nous avons notre économie qui est en train d'évoluer de plus en plus. Vous voyez, nous avons eu un pic en 2014 de 9,5% à la faveur d'une bonne gestion des finances publiques. Et on a connu quand même un petit glissement entre 2006 et 2017. C'était la période préélectorale. Et à fin 2018, on a commencé à remonter. Et je peux vous garantir que pour 2019, les projections sont de pratiquement 6,1% et 2020, on atteindra le double digit. C'est le lieu où il faut venir faire les affaires dans notre pays. Les raisons même de pouvoir faire, c'est le flux des IDE, les FDI. Fin 2018 ou 2017, nous avons un flux d'IDE en termes nets de pratiquement 1,048 milliard. Ce qui prouve aujourd'hui que les pays étrangers sont intéressés et n'ont pas peur de venir faire les affaires dans notre pays. Les raisons, c'est aussi les questions diplomatiques qui sont de plus en plus améliorées. On n'est plus un pays isolé. Aujourd'hui, nous avons connu un certain nombre d'éléments qui avaient connu les blocages, notamment sur les questions de visa à l'étranger, mais ça commence à se décanter. Et la pertinente action de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, c'est qu'aujourd'hui, il encourage les questions de libre-échange de la RDC dans toutes les différentes zones. Donc nous sommes signataires aujourd'hui de ce grand traité de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Ce qui fera que ce sera possible la circulation des biens, la circulation des hommes, la circulation des services. Nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions atteindre, lui et moi. Certainement qu'on va aussi atteindre les pays de la EEAC, donc on va bousculer ça. Ça vous permet de savoir que les standards d'affaires que vous faites au Nigeria, que vous faites au niveau du Maroc, seront les mêmes standards dans notre pays. Cette intégration, elle est très importante. Parce que vous êtes des hommes d'affaires, les questions que vous vous posez, est-ce que les affaires sont protégées et garanties? Oui,
Au niveau interne, nous avons les textes de base, la Constitution, nous avons le Code des investissements et d'autres textes, nous avons les cours et tribunaux. Mais au niveau international, nous avons l'adhésion de la RDC à différents textes, notamment MIGA, OHADA, nous avons ASEAN, nous avons la Convention de Lyon, nous avons un certain nombre de textes qui font en sorte que lorsque vous pouvez avoir quelques petits litiges, ces structures pour lesquelles la RDC a ratifié les traités, elles sont opposables à la RDC, ça protège vos investissements. Il n'y a pas d'expropriation au niveau de la RDC. L'égalité de traitement entre un national et un étranger. Et ça, c'est très important. Et la question du transfert des revenus. Aujourd'hui, c'est une des questions qui est fondamentale pour un étranger. Est-ce qu'il peut rapatrier ses fonds dans son pays? Aujourd'hui, en RDC, c'est possible, suivant certaines législations. Et ensuite, les respects de droits acquis. Qu'est-ce que nous avons encore pour vous permettre à vous de dire que nous venons en RDC? Nous avons les questions d'amélioration du climat des affaires qui sont de plus en plus garanties. Il y a quelques années, dans mon pays, pour créer une entreprise, on pouvait faire une année. Et ce n'était pas toujours garanti. Aujourd'hui, en 3 jours, on peut créer une entreprise. On est en train de se battre pour que l'année prochaine, on fasse la création d'entreprise de manière électronique et voir en quelques heures. Enregistrer les certificats d'enregistrement, cela se fait aujourd'hui de manière appropriée. Les paiements taxes et impôts, aujourd'hui, nous avons en 5 ans réduit 2 fois le taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. On était pratiquement à 40% et en 5 ans, on est déjà arrivé à 30%. Et cela est possible. Et aujourd'hui, on a un one-stop shop ou bien un one single window pour les questions de commerce transfrontalier. Ségus, et on a mis ça en place. Vous n'allez qu'à un seul service et vous vous retrouvez en train de faire toutes vos opérations de commerce transfrontalier. Quelles sont les priorités dans les différents secteurs dans lesquels nous voulons partir? J'insiste ici sur 3 points stratégiques sur lesquels la RDC est en train de mettre un point d'honneur. Premièrement, nous voulons diversifier notre économie. Pas seulement les mines, parce qu'en fait la RDC est connue pour ses mines, mais on veut aller dans l'agriculture, on veut aller dans le tourisme, on veut aller dans les infrastructures. Mais nous voulons aussi mobiliser les capitaux et pour accéder au marché des capitaux. Ça, c'est très important. On a besoin des financiers que vous êtes ici pour vous permettre d'avancer et de venir lever des fonds dans notre pays. Mais on a aussi besoin de pouvoir retracer de manière transparente toutes les questions, toutes les économies et toutes les finances. Donc, nous travaillons sur la transparence des recettes. Mais les secteurs qui sont les plus prioritaires, nous commençons par l'énergie et c'est un point d'honneur dans lequel Son Excellence, Monsieur le Président, a marqué son allocution. Ensuite, nous avons l'infrastructure. On ne peut pas faire de l'exercice des affaires dans notre pays sans l'énergie, sans l'infrastructure, mais bien sûr sans l'agro-industrie, et on ne peut pas faire ça sans l'industrialisation dans notre pays. Et bien sûr, nous avons les questions d'habitat et les questions des mines et des hydrocarbures. Et le tourisme. Notre pays est riche en termes touristiques. Mais qu'est-ce que nous avons en termes d'information, téléphone et communication? C'est la clé même. Sur les questions de doing business, on ne peut pas évoluer sans l'ICT. Et ça, c'est très important. On a besoin des gens qui viennent dans l'ICT. Et notre stratégie est basée sur ces 6 composantes. Développer les aspects sur le digital, former le capital humain, accéder à certains réseaux qui sont importants pour l'ICT et pourquoi pas développer l'industrie de l'ICT dans notre pays. Cette présentation, vous l'avez dans le bac qu'on a mis dans les clés USB et croyez-moi, vous aurez le temps de le relire quand vous serez chez vous à la maison. Et le potentiel qu'il y a dans l'ICT, c'est qu'à fin 2018, simplement pour la pénétration du mobile, nous sommes à 12% et nous sommes 80 millions d'habitants. 12% de pénétration du mobile money.
La pénétration de l'Internet, nous sommes à 16,21% et nous sommes 80 millions d'habitants. Uniquement 16,21%. Et la pénétration du voice dans notre pays, on est à 44,5%. Et nous sommes 80 millions d'habitants. N'est-ce pas ici un potentiel qui est ouvert pour les hommes d'affaires? Et aujourd'hui, nous avons un master plan sur la question de la fibre optique. Nous avons déjà une fibre optique installée et qui a besoin d'être, comme on dit, améliorée. Et c'est un marché qui est ouvert à chacun de vous et à chacun de nous. Et quelques projets que nous avons dans notre pays pour l'ICT. La digitalisation de l'administration publique. Il est important, et ça c'est un must pour notre pays. Un investisseur qui viendrait dans notre pays pour pouvoir présenter un projet de digitalisation de l'administration publique, j'allais dire, on lui déroule le tapis rouge. Et ça, c'est très important. Et la construction d'un, on va l'appeler comme ça, un broadband, télécommunication infrastructure. Et ça, c'est très important que nous puissions avoir des investisseurs qui viennent sur cette... Et pourquoi pas avoir un hub de Google chez nous. En dehors de l'ICT, nous avons l'agriculture. Il n'y a pas que l'information, télécommunication et communication. Nous avons aussi l'agriculture, qui est important, qui est en fait pour nous le secteur où il y a un développement durable. 80 millions d'hectares de terres arables. Quelques chiffres que nous avons. 4 millions d'hectares de terres irrigables. Mais seulement 10% sont exploités dans notre pays. Seulement. Seulement 10%. Uniquement. Avec une pluviométrie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Chez nous, on peut planter de janvier à décembre. On peut prendre un grain d'haricot et le mettre sur le ciment, et cela va pousser sans qu'il puisse y avoir quelqu'un qui vienne l'arroser. Imaginez-vous le potentiel que nous avons. Et nous attendons en fait qu'il puisse avoir des investisseurs qui viennent dans l'agro-industrie. Ces deux tableaux que je fais passer vous montrent que nous pouvons développer le manioc, le maïs, les patates douces, dans toutes les différentes provinces de notre pays, en commençant par le Congo central jusqu'au Katanga. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas possible de pouvoir faire de l'agriculture. Et la partie en rouge vous montre les lieux où c'est favorable de faire l'agriculture. Et nous avons, en termes d'agriculture, 80% de ce que nous consommons en RDC est importé. 80%. Autant on a un potentiel, mais tout ce que nous consommons est quasi importé. Et si donc il y a des investisseurs qui viennent pour transférer la technologie, qui viennent pour développer l'agro-industrie, il y aura une réduction d'importation et il y aura une élévation de la classe moyenne dans notre pays, et donc il y aura un partenariat win-win avec vous et vous verrez un peu plus d'argent. Le blé est importé quasi à 90%, le maïs est importé quasi à 20%, le riz est importé quasi à 90%. Et pourtant, on a 80 millions d'hectares de terres arables. N'est-ce pas là un potentiel? Et ce que nous attendons, pourquoi ne pas avoir une industrie de chocolat? Pourquoi ne pas avoir une industrie de produits pour bébés? Pourquoi ne pas avoir une industrie de torréfaction? Pourquoi ne pas faire ça? Nous avons le meilleur café. Nous avons le meilleur cacao. Et ces choses peuvent être faites dans notre pays. Je ne veux pas citer les noms de quelques grands groupes connus où on utilise le thé de la RDC ou le café de la RDC chez eux. L'électricité est très importante. Aujourd'hui, seulement la RDC peut donner 100 000 mégawatts à toute l'Afrique. 100 000 mégawatts qui sont produits au travers de la RDC en hydro, mais associés à l'énergie solaire, où nous avons 70 000 mégawatts qui sont de plus en plus identifiés. On a 170 000 mégawatts qui peuvent être produits en combinaison de l'hydro et du solaire dans notre pays. Et ça peut donner de l'électricité dans toute l'Afrique. Voici les secteurs. À l'extrême ouest, à l'entrée de l'océan, c'est 44 000 mégawatts. Et ça, c'est le barrage d'Inga, connu de vous tous, le grand Inga. Et dans les autres sites, nous pouvons produire les 56 000 autres qui restent. Et ça, c'est simplement pour l'hydro. Mais si je reviens, nous avons aussi ce qu'on appelle le mineral coal, donc le carbone. Mais nous avons aussi le géothermique, l'énergie avec le géothermique. Et nous avons aussi l'énergie éolienne. Et ça, c'est possible de trouver dans notre pays. Regardez cette carte. À partir de la RDC, toute l'Afrique a le courant, l'électricité.
À partir de la RDC, on peut même exporter vers l'Allemagne. Les études existent. C'est un projet qui est clé, un projet qui est important. Et qu'est-ce que nous avons en termes de projet concret pour la RDC? Le grand INGA, qui est estimé à 80 milliards. Et aujourd'hui, la première phase, qui est INGA 3, à 12 milliards. Et qu'est-ce que nous attendons? Et les différentes composantes de INGA 3, c'est quoi? C'est l'infrastructure de l'eau, l'installation de l'unité électrique et le project management et la maintenance. Donc aujourd'hui, si nous avons des gens qui viennent en assistance technique, ça, c'est une capacité que nous sommes en train d'attendre de vous. Et ce qui est attendu, c'est quoi? La participation au développement de ce grand projet. La participation avec un montant de 3 milliards qui est attendu. Et la porte vous est ouverte. Le secteur minier, le pays qui est le réservoir du cobalt, c'est la RDC. Nous avons les 60% des réserves mondiales du cobalt. C'est qui va accroître notre croissance à partir de cette année et de l'année prochaine. Et le nouveau code minier offre différentes possibilités. Nous avons une certaine stabilité sur certains secteurs et la stabilité fait en sorte que vous êtes en partenariat aussi avec certains nationaux qui vous garantit la stabilité des droits que vous percevez. Tous les éléments que vous pouvez connaître et imaginer dans le secteur minier se trouvent en RDC et en quantité à donner à profusion. Mines, telles que le diamant, telles que l'or, telles que le cobalt, telles que l'étain, telles que le zinc, telles que le fer. Et vous les avez dans notre pays. Aucune province n'est épargnée pour avoir ces réserves. Aucune province. Toutes les provinces ont des minerais. Et c'est accessible suivant certaines règles. Nous avons aussi le secteur des assurances, qui est libéralisé de plus en plus. Et aujourd'hui, nous pouvons vous assurer que nous avons déjà 3 entreprises privées qui ont été agréées et qui commencent déjà à travailler. Activa Insurance, Finance Company Insurance, Raosur et Raosur Life. Mais nous avons aussi des courtiers d'assurance qui sont installés dans notre pays. Le secteur de l'hydrocarbure, où nous avons des blocs pétroliers qui ne sont pas encore donnés. Et on peut y exploiter le gaz méthane au sud Kivu. On partage cela avec le Rwanda. Et on attend les investisseurs pour venir développer cela. Qu'est-ce que nous avons encore? En dehors de ce potentiel, c'est le cadre d'investissement. En termes de cadre d'investissement, nous avons, au-delà de la Constitution, nous avons le Code des investissements, le Code minier, le Code des assurances, la loi sur les zones économiques spéciales, la loi sur le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur, la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Et quand je parle de ces lois, elles accordent des avantages au Code des investissements. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Vous avez des exonérations en termes d'impôt sur les revenus. Allez, j'appelle ça impôt sur les bénéfices et profits, comme vous appelez income tax à votre niveau. Exonéré de 3 à 5 ans, exonéré même jusqu'à 15 ans. Exonération du droit des douanes pour certains matériels qui viennent tant sur le Code des investissements. Et lorsque vous investissez dans la loi agricole, vous avez des exonérations sur le matériel que vous importez et qui est lié au Code agricole pendant toute la durée du projet agricole. Exonération dans le cadre de la loi sur l'électricité, tous les différents éléments et composantes que vous importez dans ce secteur sont exonérés. Et vous avez la loi sur les PPP. L'une des questions que l'on pose assez souvent, et on nous l'a posé quand on était avec le conseiller spécial en matière des investissements qui est ici, est-ce que c'est possible d'être stable dans votre pays? La loi sur le PPP dit exactement ceci, je vais paraphraser. Peu importe qu'il y ait changement de personne dans votre pays, au niveau politique, au niveau de l'administration, au niveau de régime, à partir du moment où vous avez signé un contrat avec la RDC, les droits et obligations demeurent. C'est donc la garantie de la stabilité du contrat que nous avons et installé en RDC. Cela ne dépend pas des personnes, cela dépend simplement du fait que vous avez des engagements entre vous et l'État congolais. Et ça, nous avons 15% qui sont donnés à l'impôt sur les bénéfices et profits, à partir du moment où le droit commun vous donne 30%. Nous avons la loi sur le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur, qui vous donne une exonération de la TVA sur 3 secteurs. À l'importation, exonération de la TVA sur les services
exonération de la TVA sur la vente. Et cela, vous pouvez l'avoir sur 4 ans et être renouvelé peut-être sur 2 ans. Mais la condition, c'est laquelle? Vous devez être dans un secteur qui développe et qui donne de la valeur sur le produit que vous êtes en train de développer. Et ça, c'est très important. On doit créer une chaîne de valeur pour que vous accédiez à cela. Et le coût d'investissement est de 15 millions pour vous permettre d'accéder. La loi sur l'électricité vous donne autant d'avantages que les autres lois. Et vous avez aussi l'ANAPI, que je représente en tant que directeur général, qui est aussi un outil, avec les missions qui sont là. Mais la plus grande mission, c'est de vous donner les bonnes informations. Nous vous accompagnons. Où est-ce que vous devez partir? Comment est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez avoir certaines autres informations? C'est la seule agence en RDC qui fait la promotion des investissements, légalement et officiellement. C'est la seule agence. Il n'y a pas une autre agence. Les autres agences viennent en support dans leur secteur. Information vous est donnée, on peut vous envoyer des lettres d'invitation pour vous permettre de venir et donc on peut vous accompagner. Et on accorde les avantages du coût des investissements. Et aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez regarder la RDC différemment. Hier, on pensait qu'il n'y avait que Ebola dans notre pays, qu'il n'y avait que des guerres civiles. Mais là, on demande à ce que lorsque vous venez investir dans notre pays, que vous regardiez ça comme ça, de manière à ce que vous puissiez développer et faire des affaires. Nous voulons un partenariat win-win avec vous. Nous vous invitons à venir faire des affaires. Et parce que je parle de la RDC autrement, nous vous demandons de suivre ceci. Along the most powerful river in Africa lie the second largest rainforest in the world. You will travel from north to south, from east to west, where livestock and herbal land create a perfect balance. A Garden of Eden will offer you a rare and diverse wildlife. World's capital of cobalt, this land blessed with minerals, precious stones, hydrocarbons has so much to offer to the world. At the crossroad of 9 countries, the DRC is a key player in the region. Access to technology, financial and mobile services, Congo is open to global markets like never before. The population, young, dynamic and creative, with sharply its talents and originality. Today, at the dawn of the first peaceful political transition in our history, we invite you to discover and invest in this country, the size of the continent. Because we have so much to offer, together, let's build the DRC. Welcome in DRC. Je voudrais demander à mon collègue Passion qui va vous parler de la question de l'OGFRED, de la question de la gestion de fret multimodale pendant quelques minutes et ensuite nous allons passer à des séances de questions-réponses. Tout à l'heure j'avais annoncé l'arrivée de son Excellence ici qui est en fait le conseiller spécial du président en matière d'investissement, M. Jean-Claude Carbon qui est là et nous prêterons aux différentes questions que nous allons avoir à votre niveau. Merci. Passion.
Mesdames et messieurs, bon après-midi. Everybody speak French and understand French? Alors, est-ce que tout le monde a son gadget? Très bien. Je voudrais d'abord dire que je serai bref, étant donné que M. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANAPI, il a bien présenté notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on ne peut pas parler des affaires, on ne peut pas parler des investissements sans tenir compte des aspects d'infrastructure. On sait tous que l'Afrique souffre du problème d'infrastructure, et particulièrement le problème d'infrastructure, des transports et des facilitations. Le GFREM, qui est l'Office de gestion du fret multimodal, a entre autres mission de développer des plateformes logistiques et de présenter des stratégies aux opérateurs économiques pour faciliter les échanges commerciaux. Je ne vais pas m'appesantir sur les missions du GFREM, sur son rôle dans le commerce international. Je vais plutôt me focaliser sur la nécessité de développer les plateformes logistiques et pourquoi cela et comment cela est important pour les potentiels investisseurs que vous êtes. Alors, vous êtes tous sans ignorer que l'Office de gestion du fret multimodal, comme je le disais d'entrée des jeux, a entre autres rôle d'assurer la promotion du commerce extérieur. Mon collègue de l'ANAPI, il a parlé de l'attrait des investisseurs. Quelles sont les mesures que la République démocratique du Congo est en train de prendre pour attirer les investisseurs, pour que vous puissiez investir chez nous. Et nous allons vous dire ici que tout ce qu'il a dit n'est pas de la théorie, mais il y a des choses qui commencent déjà à être faites. Et nous allons donc ici vous présenter ce que la République démocratique du Congo, comment y arriver. Bien. La République démocratique du Congo a dit que nous importons à plus de 80% de ce que nous consommons en République démocratique du Congo. Tout ce que nous importons, nous devons les transporter. Mais nous les transportons dans quelles conditions et quelles sont les facilités que nous offrons pour que le transport de la marchandise soit non seulement fluide, mais aussi que notre économie soit compétitive pour que la marchandise ne coûte pas cher lorsque nous la transportons. Et ici, nous avons pensé qu'il fallait développer beaucoup de plateformes logistiques pour faciliter l'importation et l'exportation des marchandises de la République démocratique du Congo et vers la République démocratique du Congo. Alors voici la configuration géographique de la République démocratique du Congo. Ce pays est au cœur de l'Afrique. Vous ne pouvez pas aller de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest sans passer par la République démocratique. Vous ne savez pas non plus aller de l'Afrique australe vers l'Afrique du Nord sans passer par la République démocratique du Congo. Mais comment arrive-t-on en République démocratique du Congo? Ce pays qui n'a que pratiquement 40 km de littoral dans sa partie ouest sur l'océan Atlantique. Et comme vous allez le voir sur cette carte, vous savez arriver à l'est de la République démocratique du Congo par le port de Mombasa en utilisant le corridor nord qui part de Mombasa jusqu'à l'est, Goma, Bukavu, Bunia, en traversant tout le Kenya, en traversant l'Ouganda et parfois le Rwanda. Vous pouvez aussi utiliser le corridor central qui part du port de Dar es Salaam en Tanzanie jusque dans la partie sud et est de la République démocratique du Congo, en traversant la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda et probablement le Burundi. Vous pouvez aussi utiliser le corridor de Beira qui part du port mozambicain de Beira jusque dans la partie sud
de la République démocratique du Congo, la partie appelée communément Katanga, l'ex-Katanga. Vous pouvez donc utiliser aussi le corridor nord-sud qui part de Durban jusque dans la partie sud de la République démocratique du Congo. Vous pouvez également utiliser le corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi qui part du port de la Namibie à Walvis Bay, traverse toute la Namibie, la Zambie et arrive en République démocratique du Congo. Et alors, quel est le besoin finalement? Pourquoi développer des plateformes logistiques? Nous développons des plateformes logistiques parce que nous sommes un pays semi-enclavé. Nous devons traverser plusieurs pays pour arriver dans notre pays. Sauf si vous passez par la partie ouest, où vous arrivez directement jusqu'à Matadi, qui est un port international, ou à Goma, qui est un port international. Mais lorsque vous devez aller en République démocratique du Congo pour arriver à l'est, au sud ou au nord du pays, vous êtes forcément obligé d'utiliser les corridors dont je vous ai parlé. Et j'ai oublié de citer le corridor de Kibi, qui part du Cameroun jusqu'au nord de la République démocratique du Congo, mais aussi le corridor qui part de l'Angola au port de Luanda jusqu'à l'ouest de la République démocratique du Congo. L'importance de développer des plateformes logistiques, c'est pour assurer une facilitation aux opérateurs économiques qui exportent et qui importent, de manière à ce que dans leurs transactions commerciales, ils ne puissent pas avoir la République démocratique du Congo comme un goulot d'étranglement, mais que ce soit réellement une terre où la facilitation est accordée à tout importateur et tout exportateur. Et nous avons ici, nous sommes déjà en train de développer ici 4 plateformes logistiques, une au niveau du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo, vers Lufu. Au niveau de Goma déjà, où il y a un port, nous développons et nous exploitons déjà ce qu'on appelle un parc à véhicules. Toutes les importations de véhicules sont facilitées par cette infrastructure. Et le port, ce qu'on appelle le parc à bois. Parce que la République démocratique du Congo, comme nous le savons, est un grand producteur de bois, est un grand exportateur de bois. Et pour faciliter l'exportation de bois, nous avons développé une plateforme logistique au niveau de Goma qu'on appelle le parc à bois. Mais je vais m'appesantir ici sur le port sec de Kasumbalesa qui est au sud de la République démocratique du Congo. Mais en survol, je parlerai aussi du projet du port sec de Dilolo qui est dans la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Kasindi qui est dans la partie nord-est, qui est à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et voici, je vais maintenant parler du port sec de Kasumbalesa. Kasumbalesa est une localité située au sud-est de la République démocratique du Congo, à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo. À ce poste frontalier, il traverse chaque jour plus ou moins 1500 camions transportant des intrants pour les entreprises minières dans l'ex-Katanga et exportant les minéraux venant de la partie sud de la République démocratique du Congo, appelée communément le Katanga. Regardez sur cette carte, cette localité-là en rouge, qui représente la localité de Kasumbalesa. C'est là qu'on va développer le port sec, qui est une plateforme logistique, qui est en réalité un port, mais qui n'est pas sur la mer, qui n'est pas sur l'océan. Il sera la connexion des 7 ports maritimes, à savoir Dar es Salaam, Nakala, Beira, Port Elizabeth, Maputo, Durban, Lobito, Walvis Bay et Durban. J'ai cité Durban. Au niveau de ce port, nous estimons qu'il sera très important que toutes les formalités puissent s'accomplir en très peu de temps. Tous les organismes de l'État qui sont chargés de l'import et de l'export seront installés dans ce port, de manière à ce que nous ne puissions pas perdre une seule minute dans la facilitation ou dans les procédures de
À cela s'ajoute le fait que nous assurons déjà, en tant que OGFM, qui est un établissement public chargé des questions du fret multimodal, nous essayons de faire ce qu'on appelle la traçabilité et la couverture du fret. Ça veut dire toute marchandise, avant d'arriver en République démocratique du Congo, et particulièrement au niveau de ce port, la marchandise sera déjà signalée et aura été tracée sur tout son parcours. Je donne l'exemple. Vous partez de Dubaï, vous exportez votre marchandise vers la République démocratique du Congo. Lorsque votre marchandise est chargée au port des charges, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons déjà le signal. Nous savons donc celui qui a vendu la marchandise, nous connaissons la personne qui a exporté la marchandise, nous connaissons les transporteurs de la marchandise jusqu'au port de transit et nous connaissons les transporteurs sur la partie de surface, ça veut dire à partir du port de transit jusqu'au niveau de nos frontières. Cela a pour conséquence, au niveau de nos frontières, au lieu de prendre, comme c'était le cas il y a longtemps, au lieu de prendre par exemple 3 jours pour livrer votre marchandise, il est possible que vous puissiez livrer votre marchandise en seulement une journée ou en seulement quelques heures. Au niveau de Kasumbalesa, vous aurez les services de douane, vous aurez les services de quarantaine, vous aurez les services de l'immigration. En fait, tous les services étatiques qui sont impliqués dans le développement des marchandises et dans le passage des marchandises et des personnes au niveau des frontières seront installés à cette infrastructure de manière à offrir des facilités. En termes d'investissement, ceci constitue une opportunité. L'infrastructure qui va être construite au niveau de Kasumbalesa, ce port-là, le coût estimatif s'élève à plus ou moins 300 millions de dollars. Et nous avons pensé à la République démocratique du Congo et cette infrastructure doit être développée sous le modèle partenariat public-privé. Et ça, c'est une option que la République démocratique du Congo a levée, de manière à ce que les opérateurs économiques puissent aussi s'investir dans le développement des plateformes logistiques ou de toute autre infrastructure. Ainsi, par exemple, dans les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures portuaires, il est aujourd'hui possible que les opérateurs économiques viennent investir. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire. Vous savez comment arriver en République démocratique du Congo. Vous avez plus ou moins 10 corridors que vous pouvez utiliser. Vous les avez vus ici. Vous avez plus ou moins 10 corridors que vous pouvez utiliser pour arriver en République démocratique du Congo. Vous avez des plateformes logistiques qui sont en train d'être développées. Et la plateforme logistique actuelle qui nous sert de plateforme logistique pilote, c'est le pont sec de Kasumbalesa dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. S'il y a des questions de détail, nous allons revenir et nous répondrons avec plaisir. Je vous remercie. Voilà, je pense que nous sommes en train de chuter et nous avons voulu respecter le temps. Avant de passer aux questions-réponses, on a juste 2 minutes avec le conseiller spécial en matière d'investissement. Je voudrais qu'on puisse lui donner le micro-baladeur. Est-ce qu'on peut lui remettre le micro-baladeur, s'il vous plaît? Le micro sans fil, on peut remettre ça. On a le micro sans fil dans la salle, la technique. Bon. Je lance en prie de pouvoir vous approcher pour donner 2 minutes et ensuite on passe aux questions-réponses. Je tenais à remercier l'assistance d'avoir rehaussé de votre présence. La RDC étant engagée dans un nouveau cap aujourd'hui, en ayant connu la première alternance pacifique et politique de passation de pouvoir, plus que jamais, je pense qu'il est temps pour nous de montrer une nouvelle image du pays, parce que le pays a beaucoup souffert d'une image qui n'était pas bonne, surtout en termes des investissements, en concernant surtout les investissements directs étrangers.
aujourd'hui, le chef de l'État, le nouveau chef de l'État, a tenu à s'impliquer personnellement pour essayer d'éradiquer tout le maux dont ont souffert la RDC dans le domaine des affaires. Il a tenu à monitorer, à suivre de près, au jour le jour, au quotidien, tous les gros investissements qui sont censés participer à la croissance économique du pays. Il a décidé de mettre à ses côtés, de nommer à ses côtés un conseil spécial en charge des investissements pour faire un suivi sur 5 points. Lesquels points j'aurais bien voulu participer ou partager avec vous. Il s'agit premièrement d'éradiquer la corruption dont a souffert et dont ont souffert beaucoup des investisseurs, parce que notre pays a souffert de cette image qui n'a pas facilité les choses par le passé. Vous pouvez compter sur la nouvelle administration pour que les investisseurs puissent avoir toutes les facilités possibles avec la NAPI, avec un travail remarquable qui est fait par le directeur général. Et dorénavant, vous pourrez compter sur ma modeste personne pour essayer de vous accompagner sur ce point. Et le deuxième point, c'est le cadre légal et juridique qui sera bien assaini pour bien vous accompagner et pouvoir vous aider au quotidien à avoir toutes les facilités, ce que fait déjà très bien la NAPI. Mais maintenant, vous pouvez être rassurés qu'au sommet de l'État, nous allons essayer de regarder tout cela de près. Le troisième point, on va s'y atteler aussi, mettre en place des conditions fiscales incitatives et attractives pour accompagner les investisseurs. Le quatrième point, on va s'atteler à faire un travail remarquable sur le doing business pour essayer de changer l'image de la RDC, grimper de quelques points pour essayer de rassurer les investisseurs, pour que enfin ce pays puisse revenir à son positionnement qui lui revient naturellement. Et faire un travail sur le doing business, ça serait une très très bonne chose. Et on en est conscience. Et le cinquième point, on va être au quotidien, et ça vous concerne personnellement, nous serons au quotidien dans le suivi de tout ce qui est partenariat public-privé. Ça va être la garantie, le socle même de la garantie de vos investissements. Ça veut dire, on signe avec la RDC aujourd'hui, le président Tshisekedi partira, le président Lambda viendra, et la continuité des affaires doit être garantie. Ça, on en fait une priorité. Et pour terminer, ce que j'aime bien dire, on nous dit toujours que la RDC regorge de ressources naturelles et considérables. Depuis que nous sommes jeunes, nous avons entendu tout cela. Et je pourrais utiliser un jargon de rugbyman. Il serait plus que temps aujourd'hui de transformer l'essai. On a passé de potentialité aux réalités. Voilà. Spécial. Maintenant, comme on dit en anglais, le floor is yours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une précision, d'une question? Sinon, il y a le café qui est là et on est à votre disposition. C'est maintenant le moment des questions-réponses. Sentez-vous libre, posez l'une ou l'autre question et nous sommes là pour pouvoir éclaircir ou éclairer, comme l'a dit tout à l'heure. Je veux vous préciser que nous avons une application mobile, www.investindiac.cd. Vous pouvez trouver les informations sur la NAPI et sur les différentes lois dans cette application mobile. Alors les questions-réponses, il y a le micro qui circule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Il a juste besoin de lever la main pour une précision. Allez. Voilà. Et puis on a encore combien de temps? 5 minutes, ok. Vous vous présentez et puis... Fouad Ameri, je suis consultant
temps, j'accompagne les entreprises au développement de leurs projets. Je vous remercie d'avoir une présentation très claire. Et on voit bien la volonté du nouveau gouvernement à aller de l'avant sur les IDE. Ma question, est-ce que vous intégrez dans cette approche de développement la composante financement, notamment la présence des institutions financières sur place qui doivent accompagner ces IDE? Merci. Merci beaucoup. On peut prendre une deuxième question. Juste lever la main. Deuxième question, deuxième précision, sinon je peux répondre à la première. Voilà. Mon question, c'est au conseiller spécial du chef de l'État. Vous avez parlé de garantie des investissements. Est-ce qu'il y a déjà une loi qui garantissent ou bien vous allez faire des garanties des investissements étrangers? Est-ce que nous pouvons avoir des précisions, des détails? C'est ce que le gouvernement actuel, le prochain, peut garantir les investissements étrangers? Merci. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par la première question. Est-ce qu'on intègre sur le financement les questions des institutions financières? Bien sûr. On ne peut pas développer un pays sans que nous puissions être en relation avec les grandes institutions financières. Si vous suivez les informations, vous avez suivi le déplacement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lequel il y a un renouement aujourd'hui avec le Fonds monétaire international. Et nous avons eu des réunions avec la Banque mondiale il n'y a pas très longtemps. Et nous, au niveau de la BIN, nous sommes accompagnés par la Banque mondiale, par l'AFC, qui est en train de travailler sur un certain nombre de projets. Le projet de INGA a dans son financement, dans sa structure de financement, la Banque africaine de développement, et nous sommes ouverts à différentes structures qui viennent. Et lorsque nous discutons avec son Excellence le Conseil spécial en matière d'investissement, nous voulons lever de fonds, des fonds souverains, lever de fonds des fonds d'investissement et lever de fonds de toute autre structure ou plateforme financière qui seraient intéressés à venir investir de manière durable, responsable, mais avec un partenariat win-win. C'est vrai qu'il faut avoir des fonds, mais il faut adapter les conditions à la RDC. C'est ça qui a toujours été mon débat avec les fonds et avec les grandes institutions financières. La deuxième question était adressée au Conseil spécial. Je ne veux pas anticiper sur sa réponse. Je l'ai dit dans ma présentation, nous avons une loi sur le PPP qui garantit la stabilité d'abord, et il en a précisé tout à l'heure, et nous sommes affiliés, nous avons ratifié différents traités, notamment MIGA, que vous connaissez très bien, notamment l'ACA, que vous connaissez très bien. Nous faisons partie de la convention de CIRDI, que vous connaissez très bien, sur les questions d'arbitrage et d'autres structures. Je lance la question qui vous a été posée. On peut avoir le micro, s'il vous plaît, vous donnez le micro. Allez donner le micro spécial. Voilà. Bon, je vais répondre à notre ami, c'est Ahmed Hassan. Je pense que le DG a eu à donner déjà un élément de réponse, mais je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, on a un chef de l'État qui a une vision claire. Il n'est pas issu certes du monde des affaires, mais il a une vision claire pour que les affaires marchent, c'est ce qu'il faut faire. On a eu à trouver la loi sur le partenariat public-privé qui existe déjà. Je pense que la loi elle est bien faite. Il faut juste qu'on puisse se rassurer que sur le terrain, les choses sont bien suivies. Et ça, vous pouvez compter sur ma modeste personne et vous pouvez compter sur l'implication personnelle du chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rassurer les investisseurs, on va lancer d'ici la fin du mois de mai, il y aura une conférence nationale dans le pays sur l'anticorruption. Parce que ça, on estime, c'est un signal fort que nous devons donner aux investisseurs
pour qu'ils puissent bien se rendre compte que le pays a réellement changé de leadership. On va encore aller plus loin. On va mettre en place une agence nationale anticorruption. Donc, tous ceux qui ont été habitués dans ce pays à faire des affaires en pensant qu'il faut ramener un budget backshit pour aller plus loin, pour avoir les signatures des autorités, ils doivent comprendre que la RDC d'aujourd'hui ne sera plus la même. Donc, on est enfin décidé à faire des affaires comme les hommes civilisés. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, à partir de là, dès que nous avons mis en place toutes ces garanties, je pense que tous les investisseurs et tous les hommes d'affaires du monde moderne pourront comprendre qu'en RDC, ça va rimer avec la stabilité pour faire le business. Ça sera du business à long terme et ils auront pour premier allié et premier partenaire l'État congolais. Voilà. Merci beaucoup. On peut lire l'article 15. The state guarantees the effective implementation of the contract in accordance with its duration and the commitment of the parties, irrespective of any change in the legal and regulatory framework governing the contract or changes in the management of the state or the authority contracting. Et la loi, elle existe, elle est applicable. On peut avoir deux autres questions, sinon on va clôturer, parce qu'il y a une autre session qui va commencer. C'est bon? Sinon, nous vous remercions et nous voulons partager un petit moment avec vous, les échanges des cartes de visite, et nous sommes donc disponibles pour vous avec cette... Et nous pouvons aller sur notre stand qui est à l'extérieur pour échanger les cartes de visite. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci.